Merci à vous tous pour votre présence. Distingués invités, mesdames et messieurs, Jean-Marie Sindayigaya, l'auteur et orateur de ce jour, que j'ai le plaisir de vous présenter, n'a pas commencé à s'intéresser à l'analyse politique hier, mais dans les années 80. Et c'est par la force des circonstances qu'il a dû s'initier à l'analyse géopolitique. En effet, le 21 octobre 1993, le premier président démocratiquement élu au Burundi, Melchior Ndadaye, a été assassiné par l'armée. L'auteur, ici présent, était alors député. Les dirigeants français qui avaient présenté le président Ndadaye comme l'exemple même de la nouvelle génération des dirigeants dont l'Afrique a besoin, n'ont pas levé le petit doigt pendant que toute l'armée, pendant toute la nuit, l'armée, encadrée par des éléments français, tirait à l'arme lourde sur le palais présidentiel et finissait par enlever le président et l'assassiner au grand spectacle. Tout cela parce que le président avait refusé de faire allégeance à la France-Afrique. La prédation planétaire avait entamé d'embraser la région des Grands Lacs, étape par étape. Les uns voulant reconquérir cette région, les USA et les autres anglo-saxons, et les autres moins puissants, la France-Afrique, tenant de conserver son influence, mais en vain. Après l'assassinat du président élu au Burundi, et ensuite l'hécatombe au Rwanda voisin, ce fut la conquête du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. En quelques années, le bilan de pertes en vie humaine dans la région des Grands Lacs dépassait au bas mot 7 millions d'âmes, du jamais vu en Afrique, et même dans le monde, après la Deuxième Guerre mondiale. Dès 1998, l'auteur publiait aux éditions L'Harmattan un ouvrage intitulé « Grands Lacs, démocratie ou ethnocratie ». Dans la foulée, en 2000, suite à l'analyse de la dynamique de ces guerres d'un genre tout nouveau, l'auteur publiait aux éditions L'Harmattan à nouveau l'ouvrage intitulé « Mondialisation, nouvel esclavage de l'Afrique ». Et il y prédisait que ces guerres d'origine non pas interne, mais géostratégique, allaient se diriger vers l'ouest et le golfe de Guinée en particulier. À l'époque, les élites africaines se gargarisaient de cette mondialisation qu'ils dénonçaient. Quelques autres analystes lucides le faisaient, tels que Madame Aminata Dramane Traoré, qui fustigea cette escroquerie vue par les élites africaines comme une, entre guillemets, mondialisation heureuse, alors que c'était une nouvelle imposture. L'auteur a alors commencé à recouper toutes les informations accumulées lors de ses nombreux voyages sur le continent africain, puisqu'il fut appelé à séjourner dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, lors de séminaires ou d'études de projets de télécommunications. Et il avait constaté que dans des pays qu'il croyait très avancés, il trouvait des coopérants en nombre, et presque dans tous les secteurs, et qui n'étaient nullement plus compétents que les nationaux. Et surtout que ces derniers, les nationaux, recevaient un salaire mensuel équivalent à un seul dîner entre amis pour ces expatriés. Et il se souvint que quand il faisait ses études d'ingénieur en Belgique, il avait des amis congolais, alors zaïrois, qui faisaient des thèses de doctorat dans tous les domaines de génie civil, mines, métallurgie, génie électrique, etc. Et des décennies plus tard, ces sommités de génie n'avaient monté aucune sidérurgie, n'avaient posé aucun mètre de rail de chemin de fer, n'avaient tiré aucune ligne électrique sous l'égide de leurs propres autorités. Mais quel était alors le problème? N'était-il pas assez formé? Il était plus qu'assez. Mais toute la classe intellectuelle, en plus de la cupidité, a été imprégnée d'un complexe d'infériorité, qu'il faut toujours une supervision venue de l'Occident. Et quand les Africains travaillaient le faire avant tout le monde, qui les supervisait? Ensuite, le deuxième problème serait l'argent.
On va alors chercher au FMI l'argent pour se développer. C'est la seule manière de ne jamais se développer. La Chine n'est jamais allée au FMI. Le FMI n'est pas Mère Teresa. Et l'auteur se rappela que Julius Nyerere, auquel on donna le nom de Mwalimu, ou éducateur, avait fait constater que les Africains ont cru que pour se développer, il fallait de l'argent, alors que c'était l'inverse. Il fallait se développer pour avoir de l'argent. Ainsi, l'auteur a fini par réaliser ce qu'on considérait comme des atouts étaient précisément des pièges tendus qui ont contribué à la paralysie et au coma dont parle le professeur Balankai K. Pinipini dans l'un de ses récents ouvrages, L'Afrique en commun. Ainsi, je laisse l'auteur, Jean-Marie Sindayigaya, vous exposer comment il a alors pu reconstituer ce puzzle du mal de l'Afrique et retrouver le chaînon manquant pour la renaissance de l'Afrique. À présent, c'est à lui la parole. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais d'abord remercier toutes et tous d'avoir pris de votre temps de venir prendre part à cette rencontre reposant sur mon dernier ouvrage qui est en français, originaire, avait pour titre Renaissance de l'Afrique par les valeurs de l'africanité. Donc, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour prendre part à cette rencontre. Pour la présentation de mon dernier ouvrage, Renaissance de l'Afrique par les valeurs de l'africanité Ubuntu. C'est un fait indiscutable qu'aujourd'hui, vous et moi, nous partageons une première, à savoir la présentation d'un ouvrage paru simultanément dans 3 langues, dont surtout le Swahili, la plus grande langue africaine, est née en Afrique. Et cela pour un travail que l'auteur a réalisé sans la traditionnelle aide matérielle des bienfaiteurs dans le sens de la coopération qui a justement empêché l'Afrique de se développer. Et l'auteur a pu y arriver en se souvenant de ce que Nelson Mandela avait dit un jour. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que vous l'ayez réalisé. En effet, moi je ne parlais pas le Swahili. Les amis qui sont ici savent que je ne parlais pas le Swahili du tout. Et quand j'ai dit à certains que j'allais traduire le livre rédigé en français en Swahili, ils n'ont rien dit, ils m'ont regardé. J'ai compris, il voulait dire, cette fois-ci les deux blues. C'est un cinglé. Mais moi j'y ai cru. Je me suis souvenu de ce qui est arrivé à Arthur Lewis, qui est le seul noir qui a eu le prix Nobel d'économie. Arthur, on avait demandé d'enseigner en cours, qui ne relevait pas de sa spécialité. En fait, c'était un piège. Parce que c'était une sommité, on voulait le piéger. Alors lui, il a dit, mais c'est très bien, la meilleure manière d'apprendre une matière, c'est de l'enseigner. Et il a enseigné, et il est devenu prix Nobel. Donc les arroseurs étaient arrosés. Moi, à mon tour, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire?
pour mieux apprendre, j'avais essayé d'apprendre le Swahili depuis les années 2003, je crois. J'ai un petit cahier vieux et il y a à peu près 5 ans de Swahili dont je me souvenais même. Donc c'est la motivation qui manque. Mais cette fois-ci, j'ai dit, c'est bien. La meilleure manière d'apprendre le Swahili, c'est de l'apprendre en traduisant ce livre. Et j'ai appris en traduisant et j'ai traduit en apprenant. À un moment donné, d'ailleurs, après lui, je ne savais plus ce que je faisais. Si j'apprenais ou si je traduisais. En fait, je faisais toujours les deux à la fois. Il m'est arrivé de passer 5 ou 6 heures la nuit à essayer de formuler une seule phrase. Parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Mais, finalement, j'ai pu produire cet ouvrage. Il n'est pas parfait, je continue à apprendre. Mais je crois que ceux qui vont lire vont comprendre, vont continuer à soigner, et c'est essentiel. Puisque le livre a été produit dans les 2 langues et publié dans les 2 langues, la dernière édition vient d'être lancée en Swahili. Je vais imprimer juste quelques exemplaires. Qu'on ne dise pas que je suis un farceur. Et donc, les deux, en français et en anglais, sont disponibles depuis septembre sur Amazon. La traduction en Swahili est disponible dans une maison d'édition ici en Belgique. Le livre en papier, j'enverrai les liens sur Internet, en ligne. Et donc, comme l'ouvrage a été paru dans les 3 langues, je vais le faire la présentation dans les 3 langues de parution. Et au plus grand seigneur, au plus grand honneur, il faut commencer par la langue de chez nous, le Swahili. Sasa, waheshimiwa, kwa sababu kila mtu anapashwa kupatiwa heshima. Habari za jioni. Awali ya yote, ningependa kwa dhati kweli washukuru kwa uwepo wenu katika mkutano huu. Hii pia ni fursa ya kueleza kwamba nilikuwa nikijifunza lugha ya Kiswahili, mimi mwenyewe nilifanya tafsiri ya kazi hii ambayo asili yake iliandikwa kwenye lugha ya Kifaransa. Licha makosa mengi ambayo msomaji atapata katika tafsiri hii, ninatumai kuwa ataelewa maudhui. Hilo ndilo lilikuwa lengo langu. Pia na zaidi ya yote, lengo lilikuwa kuhakikisha kwamba hata katika umri wangu karibu miaka 70, kila mtu anaweza kujifunza Kiswahili peke yake na kufanya mazoezi kupitia machapisho mbalimbali yanayopatikana mtandaoni. Kwa hiyo nikataa kuruhusu mtu yeyote kusahihisha maandishi. Nilifanya hivi ili kuwachangamsha vijana wote wenye Afrika katika damu yao, ili waelewe kwamba wanaweza kujifunza lugha hii na kwa juhudi wataweza kupata umahiri wa Kiswahili. Kwa kadiri navyohusika, ninaendelea kujifunza na kupanga kuchapisha toleo liliboreshwa kabla ya siku ya Kiswahili duniani mwaka ujayo 2024. Hebu sasa funge ukurasa huu wa kufafanua mtada wa uchapishaji wa kazi hii, na ili kuingia moja kwa moja kwenye kini cha mada ya mkutano huu, inabidi kujibu swali ambalo hakika kila mtu ambaye hajasoma kitabu lazima ajiulize. Na swali ni nini kilichochea kuandika kitabu hiki? Na kisha linakuja swali ya jinsi sehemu 3 za kitabu zimelanganishwa. Kwa vile lengo ya uwasilishaji huu si kwa njia yoyote kutoa muhtasari wa kitabu kwa ufupi au kwa upana zaidi, na kwa hivyo nitashughulikia kwa maneno machache mazingatio haya kwa ujumla na hatua kwa hatua.
yote yalianza niliposikia hotuba ambayo Nicolas Sarkozy wakati huko rais wa Ufaransa alitoa mjini Dakar Julai 26, 2007. Akasema kwa kiburi na dharabu sana, tamthilia ya Afrika ni kwamba Mwafrika hajaingia vya kutosha katika historia. Na baadaye akasema enzi ya dhahabu ambayo haiachi kujutia haitarudi tena, kwa sababu haijawahi kuwepo. Sasa kweli nikashtuka, ikiwa hakujawa na zama za dhahabu barani Afrika, sasa Musa ambaye safari yake ya hija kwenda Maka isababisha kuanguka kwa bei ya dhahabu ulimwenguni, kutokana na wengi wa dhahabu aliacha njiani. Basi huyo Musa alikuwa, kulingana na Sarkozy, kaisari wa nchi ambayo ingekuwa tu katika akili za Waafrika. Na kama enzi ya dhahabu isije kuwepo barani Afrika, sasa watangulizi wake wa Ulaya walioipa kanda ya Afrika jina la pwani la dhahabu, leo Ghana, walikuwa wazimu. Niligundua kuwa ulikuwa ni mkakati wa kishetani kudhalilisha Mwafrika, kumnyima utu wake, na hatimaye kuifanya Afrika kuwa bara linaloishi katika uongo wa kudumu, kupoteza kumbukumbu yake ya ustaarabu na alama zake zote za kihistoria. Kama sehemu ya kwanza ya kitabu hii inavyoonyesha, wavamizi katika utumwa wa Waarabu na kisha wazungu pamoja na ukoloni walifanya kazi ya kuharibu nguzo za kiroho cha Afrika. Wasomi wa Afrika walipoteza haraka utambulisho wote na kumbukumbu zote, kama walikuwa wameoshwa uongo, au tuseme ubongo ulipandikizwa. Mara moja wasomi hawa wamekubali kuwa kile ambacho ni cheusi ni kibaya na kwamba kile ambacho ni cheupe ni kamili. Kwanza, mkoloni aliharibu alama za jadi zinazowakilisha uhusiano wa Mwafrika na kifo. Wakati mwandishi alikuwa mchanga, nguo ya maombolezo ilikuwa nyeupe, na anaweza kushuhudia hii. Alivaa nguo hii nyeupe itwayo imarirano kwenye lugha ya Kirundi, na kwa ghafla ni rangi nyeusi ambayo imekuwa ishara ya maombolezo na kifo. Ni kanisa ya Kikristo lililofanya haya yote, kuvalisha wale waliobatizwa hivi karibuni katika nguo nyeupe, na kwanza kupiga marufuku alama zote zilizobeba maadili ya kiroho ya Afrika na ya jadi. Hata msamiati wa lugha umekatwa viungo. Maneno yote yanahusiana na mazoea ya kiroho ya kitamaduni yaliorodheshwa, na matumizi yao yalipigwa marufuku. Mawazo yetu yamekuwa kama programu iliyoharibishwa na virusi. Hatufikiri tena sisi wenyewe kwa akili huru, na Waafrika wanajulikana kwa kufikiri kwa usahihi. Nikasukwa vuvuzela wa bwana wao wa zamani na wapya wa huko Cambridge, Harvard au la Sorbonne. Katika akili za wasomi hapa walifunzwa katika ulimwengu wa uliberali mamboleo, hata kiwango cha chini cha mawazo thabiti hakipo kabisa. Achilia mbali hisia za maslahi ya jamii. Kwa hakika, tabaka hizi tawala zilizoelimika zinaamini kwamba Benki ya Dunia na IMF zitawasaidia kujiendeleza, wakati wao ni vyombo vya uliberali mamboleo wa kinyama, na hivyo kukandamiza uchumi.
Benki la Dunia na IMF sio wahisani, ni wachimba makaburi. Sura ya 5 inaeleza hii kwa kina. Na sio kwa simba kwamba swara na pundamilia watatafuta mapishi ya kuwa na maisha marefu. Na tunapozungumzia maendeleo, tunagundua kwa viongozi wa Afrika waliokosea kipofu kwa taa, waliamini wangepata wokovu katika madeni na ushirikiano, bila kujua kwamba ni zana na mitego kamili ya uendelevu wa utegemezi. Mwalimu Nyerere katika Azimio la Arusha alieleza kwa kustajabisha kosa hili kubwa, na alisema, lakini ni dhahiri kwamba tumefanya makosa katika kuchagua silaha, kwani silaha tulichagua ni fedha. Tunataka kuondoa unyonge wetu kwa kutumia silaha ya wenye nguvu, silaha ambayo si wenyewe hatuna. Ni kama tunasema fedha ndiyo msingi wa maendeleo, bila fedha hakuna maendeleo. Kwa hivyo Waafrika waliweka mkokoteni mbele ya farasi na kuchanganya matokeo na njia, kisha walichagua zana zisizo sahihi za maendeleo. Wakati Thomas Sankara alipendekeza kuzalisha kile tunachotumia na kutumia kile tunachozalisha, waliendelea kupanua mazao ya wakoloni, kahawa, chai, kakao, kwa imani kwamba watapata fedha za kigeni kununua bidhaa za viwandani katika narudia nyuma. Sasa waliendelea kupanua mazao ya kikoloni, kahawa, chai, kakao, kwa imani kwamba watapata fedha za kigeni za kununua bidhaa za viwandani katika nchi za magharibi na hata mazao ya kilimo. Na matokeo ni nini? Kuanzia mwaka 1960 hadi 2012 na kuchukua mwaka 2010 kama rejeleo la bei la kakao lilipunguka kwa nusu na bei la ngano lilipanda mara 5. Sasa pengo kati la bei la ngano na kakao lilipanda mara 10. Na tukumbuke kwamba nchini Cote d'Ivoire, Ivory Coast au Cote d'Ivoire kwa Kifaransa, mzalishaji mkuu wa kakao duniani na mwagizaji mkuu wa ngano kutoka nje, mwanauchumi mkuu kutoka IMF, mmiliki wa shahada ya uzamivu katika uchumi Alassane Dramane Ouattara, alikuwa kiongozi na waziri mkuu miaka kadhaa. Wahitimu wetu wakuu hutumikia ulimwengu wa liberali mamboleo, sio watu wao. Enzi kuu barani Afrika inabaki kuwa udanganyifu, kwa sababu koloni unaendelea kwa njia potovu zaidi. Kuna mikutano ya kilele ya nchi zinazozungumza Kifaransa, France Afrique, na ile jumuiya ya madola inaitwa Kiingereza Commonwealth, ambayo yote ni vyombo vya kudumisha utawala wa kikoloni au kikoloni mamboleo. Katika mkutano wa jumuiya wa madola uliofanyika Kigali, Rwanda, Juni mwaka 2022, tuliona kwenye ufunguzi wakuu wa nchi wamekaa kimya kama watoto wa shule wakimngoja mwalimu wao, na kuinuka kwa umoja mara tu mkuu
kwa wale alipopitia mlangoni, ambayo alikuwa hajatawazwa kuwa mfalme wa Uingereza. Jumuiya ya Madola hiyo ni ustawi wa pamoja. Wanaoimba kila mara, lakini haupo. Kuna tu mkuu wa pamoja, mfalme wa Uingereza. Mbaya zaidi, dharau huendelea. Siku ya mazishi ya Malkia Elizabeth wa pili, wakuu wa nchi za Afrika walikuwa wamepakiwa kwenye mabasi kama watoto wa masomo kwenye basi la shule. Waziri mkuu wa New Zealand, nchi ambayo wengi hata wajui iko wapi kwenye ramani la dunia, alikuwa na haki ya msafara binafsi. Rais aliye madarakani wa jumuiya hiyo ya madola ya uongo, na yeye tulimuona akipakiwa ndani ya basi hiyo ya watoto wa shule, wakati alikuwa wakati mfalme wa wafalme. Hiyo ni dharau isiyo na kifani. Methali ya maziwa makuu inasema, ukijiweka kama pipa la takataka, watu watakujaza takataka. Na Umoja wa Afrika huu, ishara ya enzi kuu ya Afrika, ambao tunasifu sana, ambao haujaweza kujijengea nyumba rahisi na kujiweka katika majengo yalitolewa na China. Na mara nyingi muungano huu wa Afrika ni aibu kwa watu wa bara. Tukumbuke pambano hili lilofanyika Midrand nchini Afrika Kusini katika bunge lililoitwa la Panafricanism. Matukio hayo yalirekodiwa na kuwahuzunisha Waafrika wote. Kwa ufupi, tunapata uongo kila mahali. Uhuru wa uongo, demokrasia bandia ya kunakina kubandika, demokrasia ya fedha katika huduma ya ulimwengu mambo leo, wahisani wa uongo, Benki la Dunia na IMF, maendeleo ya uongo, umoja wa uongo wa Afrika, urasimu usiojali mahitaji ya watu wa Afrika. Kwa hiyo, sehemu ya tatu na ya mwisho ya kazi hii inatoa angalizo kwamba ili kukabiliana na uongo hawa wa ujumla, lazima tubadili kabisa dhana na kujenga upya kila kitu kulingana na maadili ya Uafrika Ubuntu. Nayo maadili ya Afrika Ubuntu makubwa ni uadilifu, heshima kwa wewe mwenyewe na wengine, heshima kwa mama na kwa mwanamke, mshikamano wa vizazi, hisia ya kujizuia, kuepuka kusambaratisha jamii na usiwahi kumdhalilisha mwanadamu. Neno la mwisho tunachopaswa kuuliza kwanza kwa kiongozi si mashahada, madiploma, bali uadilifu na ubuntu. Mababa wanzilishi kama Kwame Nkrumah, Nyerere, Sekou Toure, Kenneth Kaunda na Thomas Sankara wa karibu wanafanana kwamba hawakujilimbikizia mali yoyote, na mara nyingi tunasahau hivyo. Asante sana. And shortly,
as the aim of this presentation is not to summarize the work, and briefly, in a more extensive way, to approach the considerations in a global manner and in an approach of deductive lens. All started when I heard the speech that Nicolas Sarkozy, then President of French Republic, delivered in Dakar on July 26, 2007. And he said with great pride and content, the drama of Africa is that the African has not entered enough into history. And further, he said, the golden age, which he never ceases to regret, will never return, because it never existed. What a nerve, and I was truly shocked. And what about Massa Musa? His pilgrimage to Mecca. What about the name Gold Coast, delivered to the region of Africa, now called Ghana, came from? I told myself that these big lies were the prelude to a general's lie. And that led me to revisit Africa before it was invaded. And that became the starting point and constitutes the first part of the book, the African spirituality, the creation in African spirituality. The main issue is the status of God, the Creator. The Creator is constantly with his creation. But in the Christian religion, we learn that God created everything in 6 days. And the seventh day, he tried to rest. It's written. So, how is a creator who is no longer creating? He's no longer creator. He's a jobless creator or retired creator. The unity of creation in African spirituality is called mono-originism. That means that all the things that were created, humans and animals, have the same origin, and there is no superiority of humans. But in the Bible, Genesis, we learn that God told man and woman to subdue the rest of creation. The consequences are very consequent, because the current description of the environment comes from there. Man sawed off the branch on which was suspended. In particular, land became a commodity. For the African, the land was sacred. And the Berbers say, we don't sell the land of our ancestors. We only sell potatoes. Now, nothing is no more sacred. And everything, all the symbols have been falsified. And we can here talk of link to death, because everyone feels death, starting with those who praise paradise above, for popes, for imams and for rabbis. And at the end of a generous manipulation, the black person was led to deeply believe that his color, black, is the symbol of death, of mourning, of what is bad.
as the Dr. Arikana Shombori underlined many times. Black color becomes a symbol for mourning. And having become a lunatic or rather lobotomized zombie, the so-called African intellectual goes to the funeral dressed in black because the white master said that. And for the Africans, I must recall that the color of mourning was white. Did you know it? I wore it. And among the Chinese, what was the color of mourning? It was white. Among the Chinese, black was the color symbol for power and immortality. And it is us black people who we believe that our color is that of death. And we're surprised to be nowhere. Horrible symbol is followed. The woman was banished and stripped of a central role in the society. The scripture said, tell us that Eve was the thief. She went to steal a forbidden apple. Normally, it's male gender who is known to be really a crew of thieves. And now, it means that humanity would be descending from a thief mother. It was really a conspiracy since then the woman was deprived of her central role in the society in a cynical way. You see that now the priests, rabbis, and pastors wore women's robes for worship precisely when women were prohibited. But now things are changing, and that's good. And if Africa has been nothing before the arrival of the invaders, who was first to master the iron working millennium before other civilizations? It's Africa. And we can make a list of things that were falsified. We have now dominant religions which are borrowed, lies about slavery and colonization, and democracy, of course, which is supposed to be coming from Athens, where it did not exist. And the republic was supposed to come from Rome, where also it did not exist. And the list is very long. We have also first development, first signs of development, showcase development skyscraper buildings and large motorways. In the book, of course, we give the case of Nairobi and its expressway, and which was built with at very high expenses, while drought was really very severe, hitting the north of the country. The debt, who was to who? The first opportunities, electoralist democracy, democracy of money, you say this that way, neoliberalism. And we have also this fake African Union, which is, of course, a short circuit that continues to work as a bridge for the domination.
And we can continue the list, but now comes the time to ask the question, what may we do now? And the solution is completely to change the paradigm. And this, the content of part 3 of the book. It requires to replace the first democracy, but the governance based on the values of Africanity Ubuntu, which are these values. There are 6 or 7 values, and the most important is integrity for the ruling class. And we must also to be careful and not mistake on enemies, and especially friends. We must also take care of the new mercenaries. And by the end, we must also take the definition of development back to the basis, out of the liberalism into a managed economy. We must also start building an African geopolitical reflection. Before thinking about continental integration, we must create nation states. The example of Tanzania, of Mwalimu Nyerere, has been given in the book. And what are the prerequisites for regional integration? And in the book, it's really detailed, a lesson taken from the experience of the East African community created in 1967. And in that, you can also see the impossible regional integration with ECOWAS. And finally, maybe we will be debate on this. We see that the alliance of side states, AES, is the beginning of a true integration. And of course, nobody must wonder if the treacherous managers are multiplying, of course, disrupt this good experience. Thank you. Enfin, nous en arrivons au français, sur la langue où nous allons faire des échanges. Le fait que, régulièrement, j'ai suivi le débat, le discours, relu le discours que Nicolas Sarkozy a prononcé à Dakar en 2007, disant que l'Afrique n'est pas entrée, que le problème de l'Afrique est que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire, que l'âge d'or qu'on ne cesse de regretter ne reviendra pas parce qu'il n'a jamais existé. Je me suis senti réellement choqué. Je me suis mis à revisiter régulièrement l'histoire ancienne de l'Afrique. Pas réellement, si ce que j'ai lu était fondé, c'était des farces. En fait, la première chose que j'ai constatée, c'est l'esclavage arabe et européen et la colonisation. Ensuite, la néocolonisation ont détruit régulièrement les vestiges de la civilisation. L'Afrique, qui régulièrement maîtrisait la sidérurgie, ne fabrique même plus les clous. Mais il faut aller au fondamental, c'est d'abord la spiritualité. Et régulièrement, ils se sont employés à détruire la spiritualité africaine. La création dans la spiritualité africaine. Dans l'exemple donné, l'exemple chez les Yoruba qui disent que Olodumare, c'est-à-dire le créateur, n'est pas quelqu'un qui crée et puis qui disparaît, qui va se promener, mais il est toujours au centre de la société. Mais dans les Écritures, l'Ancien Testament, on dit que Dieu
a créé le monde en 6 jours, et puis que le 7e jour, je ne peux pas le dire exactement, donc je ne peux pas citer, ça ne peut pas le reproduire, mais qu'il a contemplé son œuvre et qu'il n'a plus créé. Alors, un créateur qui ne crée plus n'en est plus un. Donc, le créateur, ou bien il est le créateur au chômage, ou bien créateur à la retraite, on ne sait pas, s'il est au chômage, quand il a commencé à créer, parce qu'on ne nous dit rien, alors que dans la spiritualité africaine, le créateur, la création est ininterrompue. Et dans la Genèse, on dit que Dieu dit à l'homme et à la femme de soumettre le reste de la création. Bon. L'homme, l'humain a tellement soumis de la création que, en fait, il a scié l'arbre sur lequel il était assis. Il a détruit l'environnement et maintenant, il ne va pas y survivre. Et partout, régulièrement, plus rien n'est devenu sacré. Dans le temps, l'Africain appartenait à la terre. Maintenant, c'est la terre qui appartient à l'Afrique. On vend la terre comme on vend des patates ou en bien, du papier. Les berbères le disent bien. Il y a un adage berbère qui dit chez nous, les berbères, nous ne vendons pas la terre de nos ancêtres, nous vendons uniquement des pommes de terre. Le lien à la mort. Vous savez que tout le monde crée la mort. On dit ceux qui nous vendent le paradis d'amour ne sont pas pressés d'y aller. Bon. Nous sommes ici dans l'auditoire de Dieu, mon Seigneur. On ne veut pas t'en dire beaucoup trop, mais de toute façon, tout le monde crée la mort, y compris les imams, les évêques, les rabbins, les patriarches, les orthodoxes et autres bishops. Eh bien, la couleur du deuil chez les Africains, c'est le noir. Tout le monde, on va à l'enterrement noir. Non. La couleur du deuil chez les Africains, c'était le blanc. Vous le saviez? C'était le blanc. Moi, j'ai parti porter l'habit qu'on appelait une marirano. Il était blanc. Mais je ne sais pas quand, par un tour de passe-passe, l'habit du deuil est devenu noir. Je ne sais vraiment pas quand. C'est vraiment très génial ce qui s'est passé. Mais, et on a pris ça, on n'a jamais réfléchi que ça devait déjà sembler anormal, car nous disent que ça, c'est le symbole du deuil, de la mort. Il y a un problème. Personne ne s'est jamais posé la question. Tout le monde porte le noir le deuil et à l'enterrement. Mais pour voir un peu plus clair, on fait allons voir ailleurs. Quels sont les symboles? Est-ce que vous savez que chez les Chinois, le symbole du deuil, c'est le blanc? Vous le saviez? Demandez en chinois, il vous le dira. C'est le blanc. Et chez les Chinois, le noir, c'est le symbole. C'est symboliser la puissance et l'immortalité. C'est pour ça que vous voyez que tout ce qui est officiel est en noir. Et les Européens ont copié au moins ça chez les Chinois. Vous avez besoin de faire du commerce avec eux. Ils faisaient les enfants pour avoir du feu. Chez les Chinois, la couleur du deuil, c'est le blanc. Le Chinois, dans la fête, ne porte jamais un habit blanc. Regardez bien les couleurs chez les Chinois. Les couleurs les plus de la joie, paradoxalement, c'est le rouge. Le jaune, c'est la richesse, vous voyez, qui ressemble presque à l'or. Et le vert, je crois que c'est de la prospérité, quelque chose comme ça. Mais chez les Chinois, la couleur noire ne symbolise pas le deuil. Le Chinois ne portait pas le noir pendant les deuils. Mais ce sont les Noirs qui portent le noir pendant les deuils. Alors, aussi longtemps que les Noirs ne porteront le noir pour le deuil et l'enterrement, c'est nous qui nous enterrons nous-mêmes et n'attendez pas que d'autres viennent nous ressusciter. Vous voyez maintenant des soirées qu'on appelle les soirées des dîners en blanc. All in white dinner en anglais. Mais les gens sont habillés tout en blanc, même les véhicules est en blanc, tout en blanc, tout est en blanc. Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que les gens voient un enterrement, ils croient que c'est la fête, et ça ne serait pas en Afrique.
Alors, si notre jeunesse régulièrement continue à être acquise à cela, c'est foutu, on en a encore pour des siècles. Il ne faut pas continuer à nous plaindre. Et ce n'est pas aux autres qu'on doit demander de nous respecter, sinon on ne se respecte pas. Ainsi, quand on a perverti tous ces symboles, on a tout régulièrement mis en faux. Ceux qui ont lu le livre, ils ont dû rire un peu en voyant tout ce qui est faux là. Mais en fait, tout est faux. Tout est faux. Dites-moi quelque chose de c'est faux. Le droit international, ça n'existe pas. Pourquoi? S'il existait, on aurait déjà demandé à la France de rendre 22 milliards qu'elle doit à Haïti. Parce que la France est allée voler à Haïti. La veille de la fête nationale française, c'est une honte. Moi, j'ai regardé, les gens n'ont pas jamais ce que j'ai dit. Ah bon? Mais c'est le 13 juillet 1825 que je ne sais pas le code, je ne sais qui, est allé remettre l'acte de souveraineté à Haïti contre la signature que Haïti va donner de l'argent pour acheter sa liberté. C'était le 13 juillet, la veille de la fête nationale. Quand même, quelqu'un qui va voler la veille de son anniversaire et il se glorifie, ça, c'est pas tout à fait normal. Si le droit indien a existé, ça au moins la France devrait payer cela. Maintenant, Haïti, c'est un pays ruiné. Il a été ruiné par la France et les États-Unis ont suivi. Haïti, j'ai vérifié en 2021. Haïti avait une dette évaluée à 3,9 milliards de dollars. Donc Haïti ne doit rien à personne, puisque Haïti doit déposer 3,9 milliards de dollars et la France doit 22 milliards. Qui doit quoi à qui? Qui doit quoi à qui? On dit qu'Haïti est ruiné, qu'on va aider Haïti, la France donne 1 million d'euros, quand il doit 22 milliards. Donc là, je ne sais pas, on ne peut pas tout lister, parce que tout est faux. La démocratie, on dit qu'elle est venue d'Athènes. Mais à Athènes, il n'y avait pas de démocratie. La plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Il n'y avait pas de démocratie à Athènes. Pourquoi? Parce qu'à Athènes, ceux qui allaient voter à la place publique là-bas, c'était les hommes libres. Les femmes ne votaient pas. Mais les hommes libres, ils étaient combien? Même pas 5%, puisque la majorité, c'était des esclaves. Donc la plus grande institution, c'était l'esclavagisme. Donc, à Athènes, il n'y avait pas de démocratie, mais toujours quand on apprend un peu de philosophie, on dit la démocratie démontre craquer les matières venues d'Athènes. C'est de la blague, c'est une escroquerie. La République, on dit qu'elle est venue de Rome. Moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, car Rome, il n'y avait pas de République. La République ou res publica, la chose publique. Ne vous en faites pas, je n'ai pas étudié. J'ai étudié les mots qui m'intéressent, je cherche la racine, je n'ai pas étudié le reste. Parce que les déclinaisons, tu trouvais que c'était abominable, je ne me suis pas intéressé. Alors, la chose publique, à Rome, avant c'était le royaume. On a aboli le royaume et venu la République. Mais, avant, quand c'était le royaume, ceux qui géraient les affaires, c'était ceux qu'on appelait la gente. L'ensemble des grandes familles de patriarches. Ce sont eux dont émanaient les magistrats. Quelqu'un qui venait de l'Occident ne pouvait pas être magistrat. Et quand il y a eu la République à Rome, que s'est-il passé? Sophie pire, la chose publique, attention, mais Sophie pire, pourquoi? On a installé une société, on a défini la société en 5 classes. Et la première classe, comme dans les avions, c'était celle composée des gens qui possédaient plus de 100 000 as. L'as, c'était l'unité monétaire à l'époque. Est-ce que vous ne comprenez pas quelque chose? Quand on dit que quelqu'un c'est un as, c'est-à-dire c'est le premier. Eh bien là, ceux qui étaient les plus riches étaient les premiers, c'est-à-dire ce sont eux qui gouvernaient. Vous appelez ça la chose publique.
Et vous savez que maintenant, en fait, Rome a été l'ancêtre du néolibéralisme aujourd'hui. Les plus riches étaient les numéros 1. Aujourd'hui, les plus riches, ils dirigent les États et les individus. Bill Gates maintenant. Il a même oublié l'informatique. Il est devenu le premier agronome, l'agronome expert en agronomie, celui qui dit ce qu'on doit cultiver en Afrique. C'est le médecin numéro 1, le super médecin, parce que c'est lui le premier financier maintenant de l'OMS. Il est encore quoi? Il est le plus grand défenseur de l'environnement. Pourquoi le professeur vous arrivez ici là? Vous devez une amende parce qu'on vous a présenté en votre absence. Oui. Attends, non. Venez, professeur. Je tiens la pièce. Oui. Alors, dans la présentation, ma professeure ici a parlé de l'ouvrage du professeur Pini, mais c'est lui en chair et en os, et il a été un peu retardé, peut-être qu'il a eu des problèmes à se retrouver comme tout le monde, et on doit s'en excuser. C'est lui qui a écrit l'Afrique en commun. Donc, il pourra vous en dire un mot tout à l'heure. Parce que ça fait partie régulièrement des thèmes que nous abordons. L'Afrique doit se réveiller. C'est pour ça que le titre de mon ouvrage, c'est la Renaissance. Donc il faut que l'Afrique sorte du commun. Mais j'ai pris le titre avant de connaître son ouvrage, je l'ai lu après, mais de toute façon les thèmes se recoupent toujours. Alors je disais, professeur, j'étais en train d'énumérer ce qu'il y a de faux maintenant en Afrique. En fait, tout est faux. Vous me dites, vous me donnez un terme qu'on utilise aujourd'hui, donnez-moi un terme qui est à la mode aujourd'hui. Globalisation. Bon, donc le professeur Louis a bien dit la globalisation. Précisément en 2000, j'écrivais l'ouvrage mondialisation. En anglais, c'est globalisation, c'est le nouvel esclavage de l'Afrique. Donc, la mondialisation, on mondialise le monde pour le capital multiculturel allègrement, mais on mondialise par la pauvreté. On demande qu'on ouvre les frontières pour que le capital circule, n'est-ce pas? Et le capital va circuler du nord au sud. Mais mondialiser, il faut tout mondialiser. Comme les gens du sud, les Africains, n'ont pas d'argent, mais à la main-d'œuvre. Ils devraient aussi envoyer au nord la main-d'œuvre. Est-ce qu'on laisse la main-d'œuvre entrer? Non. Donc, c'est un vase à sens unique. Le capital circule partout, la main-d'œuvre, non. Et c'est ce que justement le professeur Arthur Lewis, le seul marchand le prix Nobel, a dénoncé. Il a dit, ça se trouve dans le livre, je ne peux pas le dire, nous vivons dans un monde bizarre. Les Occidentaux demandent aux pays moins développés d'ouvrir leurs frontières pour leurs capitaux. Mais eux, ils gardent fermés pour ces pays, alors qu'ils ont besoin réellement d'échanges pour se développer. Vous comprenez évidemment que les Noirs ne vont pas encore avoir le prix Nobel de sitôt. Ça, je crois que ce fut le dernier qu'il a eu. Ça risque d'avoir été le dernier. Et c'est pour ça que la globalisation, c'est faux. Tout est faux, tout est faux. Le prix Nobel d'économie, est-ce que vous savez qu'il est faux? Et tout le monde le voit, c'est un faux. Nobel a laissé sur son testament 5 prix. Et il est facile de les énumérer. La paix, la littérature, la physique, la chimie, et puis la biologie, médecine. 5, il n'y a pas d'économie. Mais maintenant, on parle de prix Nobel d'économie qu'on dérive sous le même protocole que les prix Nobel. Mais c'est un faux.
cet info, c'est un prix qu'on donne aux serviteurs du néolibéralisme. Donc, prix Nobel d'économie, c'est un faux. Quoi encore? La démocratie. La démocratie. La séparation des pouvoirs, des institutions. Les Africains vendent la séparation des pouvoirs. Les juristes africains, je vois les docteurs en droit qui parlent de... Il y en a un qui était en train d'exposer sur la séparation des pouvoirs. J'étais en train de voir lui qui m'est passé par j'ai failli m'étrangler. Séparation des pouvoirs. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, c'est la démocratie de référence, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le président des États-Unis qui nomme le président de la Cour suprême. Donc, c'est la séparation des pouvoirs. Et vous vous souvenez bien que Trump, avant de parler, en a nommé, je crois, 3. Et il a nommé des pro-républicains. Et en détail que certains d'entre vous ne savent pas. Quand les juges de la Cour suprême sont nommés à vie, quand un juge de la Cour suprême sent qu'il est très malade ou qu'il veut se retirer, il attend que ce soit un président de son obédience, démocrate ou républicain qui est au pouvoir pour démissionner et partir. Donc s'il sent qu'il est malade, il ne continue pas pour ne pas mourir sous la présidence d'un autre. Il part quand c'est un président de son obédience qui est au pouvoir. Vous appelez ça séparation. La démocratie maintenant, les élections. Aux États-Unis, le président des États, pour être élu, il faut que tu aies de l'argent. Il ne s'agit pas d'avoir la vérité ou quoi, de dire d'avoir des projets. Il faut beaucoup d'argent. Quand il y a eu la compétition des primaires démocrates, il y avait Barack Obama contre Hillary Clinton. Hillary Clinton, quand il a vu que Barack Obama récoltait 2 ou 3 fois plus d'argent que lui, il a abandonné à cause de sa passion. Si quelqu'un récolte plus d'argent que c'est-à-dire dans les élections, tu vas te faire barrer. C'est finalement Barack Obama qui a organisé la collecte pour payer les dettes d'Hillary Clinton. Et on dit que le président des États-Unis, quand il prête serment, jure la main sur la Bible. Ne vous en faites, il n'est pas élu avec la grâce du Seigneur, mais avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Aux États-Unis, il y a eu le scandale des années fin 80 de ce qu'on a appelé le club des 100. C'est-à-dire ceux qui avaient cotisé durant la campagne électorale plus de $100 000. On a fait une liste. Et ceux-là, quand ils ont cotisé autant d'argent, après ils vont demander sur le président de leur renvoyer la santé, c'est-à-dire demander des postes. Et vous appelez ça la démocratie. Maintenant, la Révolution française. J'espère que ma mère Macron ne m'entendra pas. La Révolution française est morte-née. Liberté, égalité, fraternité, maintenant c'est un slogan. Il n'y a rien dedans, il n'y a plus rien dedans. Vous voulez une preuve? Aujourd'hui, 2003, l'homme le plus riche du monde, c'est un Français. La femme la plus riche du monde, c'est une Française. Vous le saviez? Eh bien, mais il y a plus de 10% des Français qui ont besoin d'assistance alimentaire. Vous appelez ça le pays de la fraternité. Liberté, égalité, fraternité. C'est la fraternité, ça. Entre frères, vous êtes à 10 et vous avez plus d'avoir que 40% de la population la plus pauvre. C'est-à-dire que plus personne ont plus d'avoir que 20 millions de citoyens. C'est ça la fraternité. L'égalité. Le président Macron a traité une partie de ces citoyens de gens qui ne sont rien. Et ça, c'est l'égalité. Et il dit, oui, qui ne sont rien, vous en souvenez. Mais en fait, alors s'il y a l'égalité, lui et les autres Français sont égaux. Mais si eux ne sont rien, lui alors il est pas par transitivité. C'est à lui qui devrait répondre. Donc là, l'égalité en France, c'est vraiment l'endroit, le pays en Europe où il ne faudrait pas en parler. Mais c'est là où on en parle. L'égalité. Les gens les plus riches du monde sont français. L'homme le plus riche, la femme la plus riche sont des Français.
Et plus de 10% des Français ont besoin d'aide alimentaire. Les étudiants à l'université préparent les sessions, il y a eu des émissions dessus, ne pouvant pas se chauffer. Vous voyez quand vous avez les mains de gelée en train de préparer les sessions, vous allez taper sur un ordinateur avec des mains gelées. Et vous appelez ça l'égalité. La Révolution française, elle n'a jamais eu lieu. Non, elle a eu lieu, mais elle a été étouffée aussitôt. La démocratie des élections. Pourquoi est-ce que quand il y a un coup d'État en Afrique, les pays du néolibéralisme demandent que les militaires rentrent au pouvoir, mais pour retourner aux élections? Pourquoi? Pourquoi votre avis? Les élections, il faut l'argent pour mener des élections. Or, l'argent, ce sont les pays du monde néolibéral qui ont l'argent. Donc, ce sont eux qui sont capables de les financer. Donnez-moi 500 millions de dollars. Je vais vous fabriquer un président au Congo, en RDC. Surtout qu'apparemment, les élites aiment l'argent. Vous avez entendu le scandale du couple présidentiel qui réunira 2 millions d'euros par mois. C'est par mois. Non, 20 millions. 20 millions. 20 000 euros. 20 000 euros. Mais 20 000 euros, je me suis dit, ah, j'ai vu. 20 000 euros, c'est le salaire du président des États-Unis. 20 000 euros par mois, c'est le salaire du président des États-Unis. Donc, le président du Congo peut dépenser 20 000 euros pour juste une résidence. Alors, il gagne combien? Il gagne combien? Personne ne sait, mais il n'a pas de salaire, puisqu'il s'ossait. Il s'ossait. C'est 2014, l'État, c'est qui? C'est moi. C'est moi. Donc moi, je n'employais pas mes yeux 20 000 euros par mois. C'est le salaire du président des États-Unis. Le président de France ne gagne pas 20 000 euros. Et le président d'un pays où il gagne, non, pas il gagne, il dépense 20 000 euros, c'est-à-dire ce qu'il gagne effectivement. Les gens parlent à 1 million. De toute façon, c'est peut-être plus, puisque c'est lui qui se sait. Et alors, il y a son porte-parole qui disait que si on devait réduire, par exemple, le salaire des députés, ça va être décidé au Parlement. Ah bon? Vous voyez les députés congolais voter la réduction de leur propre salaire. Ce n'est pas des suicidés. Ce n'est pas des suicidés. Donc, cette démocratie-là, c'est vraiment la démocratie au service du monde néolibéral. La preuve, dans le livre, justement, il faut qu'on compare ce que gagne un député en Afrique avec les collègues européens. Vous savez qu'un député kenyan gagne 6 fois plus par rapport au PIB, 6 fois plus qu'un député polonais. 6 fois plus qu'un député polonais par rapport au PIB. Par conséquent, et le monde néolibéral ne dit jamais rien dessus. Pourquoi? Parce que ces gens-là savent que ce sont des gens qui se servent, donc qui sont obligés de collaborer avec eux, donc ils leur vendent au pays. Mais quand il y a un coup d'État que viennent les militaires, alors militaires comme eux, il n'y a pas d'élection. Donc vous ne pouvez pas les chasser. Et avec les élections, ça les gêne, parce qu'ils sont moins manipulables. C'est pas parce qu'ils sont moins manipulables, et c'est ça qui les gêne. Donc la démocratie des élections, ça ce n'est pas vraiment l'erreur. On n'est pas élu parce qu'on a les bonnes idées. Un pays comme le Congo, la RDC, comment vous allez être élu parce que vous avez de bonnes idées? Vous ne pourrez pas aller de l'est à l'ouest à pied. Vous y allez en avion. Et l'avion, c'est 3 heures de vol pour survoler le Congo. Vous savez, vous croyez que tout le monde peut se payer cela? Les gouvernements qui sont là, c'est des gouvernements où les ministres ne s'occupent pas des affaires. Les ministres, c'est ministère. En fait, l'origine ministre, la bédouanienne aussi, celui-là a étudié le latin assez en profondeur.
Mais le ministre en Afrique dit c'est dégradé. Non, ministre c'est mini. C'est le serviteur, ministre, ministère, là, ministère, c'est-à-dire il est en mission de quelqu'un. Mais en Afrique, on dit c'est le patron. Non, il est au service déjà. Par opposition au magistère, au patron. Et les ministres, là, quand ils arrivent, quand ils avaient, disons, un portefeuille, on dit que c'est leur argent. Et on ne les choisit pas parce qu'ils sont compétents, on les choisit parce que réellement participent à la collecte générale des prébendes et la distribution. Le gouvernement de la RDC, que le Premier ministre Samar Kodé, le premier à présenter, il y avait 4 vice-premiers ministres. Quand il a énuméré les membres du gouvernement, il est arrivé au ministre, donc il a fait le vice-premier ministre, ministre d'État, ministre, il s'est rendu compte qu'il avait oublié un vice-premier ministre. Il est revenu citer un vice-premier. C'est-à-dire les gens, ils allaient travailler avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et vous allez faire une élection gouvernementale, comment c'est vous ne connaissez même. Donc ça, c'est ce qu'on est, on ne peut pas dire que c'est la démocratie, mais c'est des systèmes qui peuvent, parce que les gens qui sont au pouvoir sont compromis et bien ils collaborent avec le monde néolibéral. Donc la démocratie de l'argent, ce n'est vraiment pas la démocratie. Le produit intérieur brut, tout est faux. Le seuil de richesse, c'est le produit intérieur brut par année. Ok. Le produit intérieur brut, c'est-à-dire ce qui est produit, vous ne divisez pas les habitants. Mais ce n'est pas l'argent que les habitants voient. Si on produit, si ce sont les multinationales, sur les 1000 euros qui ont produit, disons 1000 dollars en Afrique, qui ont produit 900. Eh bien, les 900, le produit, ils vont ramener chez eux, en Occident. Donc, il reste 100 dans le pays. Donc, le produit intérieur brut ne signifie absolument rien. Et tout, et en plus, si le produit intérieur brut de 1000 euros, 900, c'est une personne qui les prend. Et 1 million partage 100 qui reste. Le produit intérieur brut, c'est une moyenne. Et la moyenne, c'est plus élevé que le prix bas. En fait, si vous avez les pieds dans un frigidaire et la tête dans un four, en moyenne, la température est bonne. Additionnée, divisé par 2, la température est bonne en moyenne. Mais la tête dans le four, les pieds dans le frigidaire. C'est ça, ces histoires de PIB, mais ça ne reflète absolument rien du tout. Donc, ce qui est faux, en fait, tout est faux, tout a été faussé. Tout a été faussé. Prenez au hasard, tout a été faussé. C'est comme quelqu'un qui se moquait d'une fille qui portait une perruque, la perruque est tombée. Elle dit, vous voyez, ils sont fausses là. Je dis, ils sont fausses. Je dis, non. Toi aussi, tu es faux. Toi aussi, tu es faux. Il portait une cravate sur 40 degrés. Il se moque d'une fille qui porte une perruque. Lui, il porte une cravate serrée sur 40 degrés. Lui, il est régulièrement normal. Bon. Regarde bien la poutre qui est dans ton œil. C'est pour ça que dans l'ouvrage, je dis que toute la classe intellectuelle réellement, à part ceux qui se réveillent, ils portent une perruque dans son cerveau. Il y a que le peuple à la base qui a gardé, réellement, qui a gardé ses valeurs. C'est pour ça que je dis, en conclusion, la troisième partie, c'est une conclusion. Les solutions, c'est-à-dire il faut changer de paradigme. C'est-à-dire, d'abord, reprendre tout et réorganiser cette démocratie, cette gouvernance seront les valeurs de l'Afrique. L'intégrité, le respect, se respecter les autres, le respect de la femme, de la mère d'abord et de la femme, se retenir, avoir de la retenue, ne jamais humilier un être humain, soigner les relations intergénérationnelles. Est-ce qu'on doit demander aux dirigeants, souvent on demande les diplômes, mais souvent on trouve que les diplômes, oui, mais en fait, si vous avez un voleur très intelligent, vous allez vous faire voler encore plus facilement. Donc les dirigeants qu'on doit avoir maintenant, ce qu'on doit réclamer,
Ce sont des dirigeants. D'abord, avant le diplôme, des dirigeants intègres, je vous remercie.